Bienvenue dans Vivre en France pour parler aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, de l'Europe. Nous allons passer nos frontières car vous allez le voir, les autres pays européens ont également de très belles traditions et de très belles histoires à nous raconter. Au pied des Alpes, un manoir vaguement néo-gothique surgit de la nuit. C'est là que fut élevé Louis II de Bavière. Couronné à 18 ans, ce souverain romantique et tourmenté, aux affaires de l'État, préfère la poésie de Schiller. Et surtout la musique de Wagner, pour laquelle il se prend d'une passion obsessionnelle. De ce véritable envoûtement, ce petit salon de musique où les deux hommes jouaient ensemble fut le témoin privilégié. Un souverain pathétique qui, plutôt que de se bâtir un empire, choisit de se construire de fantastiques châteaux pour y fuir la réalité et vivre ses fantasmes à l'abri des regards indiscrets. Il n'a pas vécu dans ses rêves, il a vécu ses rêves. Dressé sur un éperon rocheux, à portée de canon du manoir familial, voici donc le premier de ces incroyables châteaux, Neuschwanstein, une forteresse de granit gris hérissée de tours et de pinacles. Curiosité médiévale tout entière dédiée à la gloire des héros wagnériens, ces chevaliers nordiques tels Lohengrin, dont d'immenses fresques racontent sur tous les murs les exploits. Une sorte de Disneyland bavarois, dessiné d'ailleurs par un décorateur de théâtre, qui malgré 17 ans de travaux ne sera jamais tout à fait terminé. Certaines pièces d'ailleurs, aujourd'hui encore, s'ouvrent sur l'abîme. Un château à admirer, pas un château à vivre, tout le contraire du Linderhof, petit palais précieux et délicat, construit à la même époque, 30 km plus loin. Niché dans un écrin de verdure, cerné de terrasses à l'italienne et d'innombrables pièces d'eau, c'est une petite merveille baroque, ruisselante d'or. Témoin, cette chambre bleue, où le roi aimait à se reposer, avant d'aller rêver en musique dans la grotte de Vénus, artificiellement aménagée au beau milieu d'un vaste parc. Ici, Louis II a voulu réaliser un rêve et rendre hommage à Wagner. Cette grotte est la reproduction exacte de la première scène de Tannhäuser. Là, de son petit Trianon, Louis II décide plus tard de s'offrir Versailles, tout simplement. Au beau milieu du Nil, le château d'Ehrenchiemsee, dont les jardins à la française descendent sagement jusqu'aux rives du lac, en est la copie absolument conforme. Il possède même une galerie des glaces qui surpasse, dit-on, l'original. Elle est plus grande qu'à Versailles parce qu'elle est 98 mètres long. Et ici, nous avons 44 candélabres, 33 lustres et plus de 2200 bougies. Débordement de marbre, de dorures et de tableaux. Ce château, c'est d'abord l'offrande faite par le souverain de Bavière à un monarque glorieux et absolu pour lequel il avait une admiration sans borne, Louis XIV. Les statues et les portraits du roi Soleil et des autres Bourbons sont d'ailleurs là par centaines pour réchauffer un peu les chambres d'apparat et les salles de réception du palais. Ce palais, Louis II n'a pas le temps d'en profiter. Sa frénésie architecturale a ruiné le pays. Déclaré fou, il est donc destitué. Personne alors ne pouvait savoir que les dettes colossales accumulées constituaient en fait un formidable investissement dont profite aujourd'hui la Bavière tout entière. 3 millions de personnes visitent chaque année les extraordinaires châteaux du plus fantasque des souverains. C'est le deuxième site touristique allemand. Belle revanche posthume pour Louis II le mal-aimé, qu'on retrouva mystérieusement noyé dans un lac couleur émeraude, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celui que surplombe le château de son enfance. Lisbonne, comme toutes les grandes villes du Portugal, ne saurait exister sans ces fameux azulejos, ces fameuses céramiques. Dans les parcs, les églises ou sur les façades des immeubles, une multitude de carreaux entièrement faits main composent de véritables fresques. Hymne à l'histoire du pays,
hommage aux grands navigateurs. On remarque tout de suite qu'ils sont du 18e parce que c'est du bleu et blanc. Et c'est l'influence des porcelaines de Chine que les Portugais ont voulu copier. Comme ils ne savaient pas faire de la porcelaine, ils ont copié ça dans la faïence. Même des carreaux très cassés, ça devient des bijoux. Chaque époque a son style, ses formes et ses couleurs. Célèbres d'abord en Espagne, les premiers azulejos portugais apparaissent au milieu du XVe siècle. Voici à Lisbonne l'une des plus anciennes maisons spécialisées en azulejos. Créée en 1849, elle continue à reproduire minutieusement les chefs-d'œuvre du passé. Manuel Sousa n'a que 12 ans lorsqu'il commence à travailler sur la céramique. La céramique, c'est ma façon de vivre aujourd'hui, encore à 60 ans. Cela me plaît beaucoup. Je me sens plus à l'aise sur les œuvres classiques. Cela fait des années que je fais du classique. Les œuvres modernes, j'ai appris à les aimer. Des gestes précis, des regards aiguisés, reproduire des œuvres anciennes ou modernes nécessite talent et dextérité. La peinture sur céramique, un art qui permet au Portugal de perpétuer ses traditions. Outre le passé, certains peintres innovent et créent de nouveaux décors. C'est le cas de Manuel Cargalero. Là, je suis en train de travailler avec un bleu de cobalt qui est assez foncé, mais qui après cuisson, il devient un très joli bleu. Et là, ça ressemble un peu à un noir. Il faut savoir travailler là avec des couleurs qui deviennent d'autres couleurs après. Et nous, il faut qu'on sache qu'est-ce que ça va devenir. Parce qu'on ne peut pas faire ça au hasard. Manuel Cargalero a été le maître d'œuvre de plusieurs stations de métro entièrement recouvertes de céramique. Quant à la nouvelle gare d'Orient, elle est une véritable exposition. Des peintres portugais ont reproduit sur de gigantesques fresques des œuvres du XXe siècle sorties de l'imagination de plusieurs artistes du monde entier. Ville d'histoire, Lisbonne veut être aussi une ville futuriste. Doucement, revenons en arrière. 1797. Elgin, au nord-est de l'Écosse. Alexander Johnston vient de fonder sa manufacture de laine. Son fils James voyage et ramène, bien des années plus tard, une matière sans précédent, légère, chaude à merveille, le Cachemire. Une nouvelle industrie s'installait pour devenir un des fleurons du savoir-faire écossais. Un de nos secrets réside dans la façon dont on traite le cachemire, grâce à cette merveilleuse eau des Highlands qui apporte au tissu une touche de douceur incomparable. Passer à la teinture, laver et relaver sans pitié. Pour devenir encore plus précieux, le Cachemire doit se frotter aux redoutables chardons écossais. Un traitement de choc inchangé depuis 150 ans. On n'a pas trouvé mieux pour donner à l'étoffe une douceur inégalée. Renommée, sa façon de fixer les couleurs. Précieuse, sa fibre vient de loin. Une petite partie de nos stocks vient d'Écosse, mais l'essentiel provient de Chine et de Mongolie. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec un ballot de cette taille-là? Ce ballot pèse 150 kilos. On a là de quoi faire 300 pulls. Comment faites-vous pour acheter du cachemire? Vous savez à l'avance ce dont vous avez besoin? La quantité, on la fixe en fonction de nos prévisions de vente. Mais le prix de la laine se négocie et se paye un an en avance, et donc c'est très risqué. En 10 ans, le prix du cachemire à l'état brut a doublé. La Mongolie, l'Iran, l'Afghanistan, principaux producteurs, sont des pays instables. Quelques fermiers écossais se sont donc lancés dans l'élevage de cette chèvre. La chèvre a des poils et le cachemire se trouve en dessous des poils. Le meilleur cachemire se situe près du cœur, dans cette partie du corps qu'il faut garder le plus au chaud.
À partir d'une chèvre cachemire écossaise, on ne tire que 200 grammes de laine par an. Une qualité superbe, mais seulement 1 tonne sur les 10 000 produites par an dans le monde. Pas de quoi aider une industrie désormais en crise. En Chine, les manufactures indépendantes se multiplient, inondent le marché occidental de cachemire de moindre qualité, mais à petit prix. La réponse, pour les nobles maisons écossaises, répliquer par le beau, créer, nouveaux motifs, nouvelles couleurs, viser la perfection, jouer à fond la carte du produit de luxe. Le cachemire, c'est comme du diamant. Il faut le façonner avant de l'offrir aux acheteurs. Nous, quand nous vendons du cachemire, nous vendons du rêve. Rêve de chaleur, rêve de douceur. Dans un pays si rude, battu par les vents, pas étonnant que ce rêve-là n'ait pas de prix. En ces mois d'hiver, Saint-Pétersbourg sommeille. Le jour n'y vit que l'espace d'un éclair, quelques heures de soleil en pointillé. Le temps s'est pour ainsi dire arrêté, les méandres de la Neva sont figés dans la glace, et le long des quais, la mélancolie s'installe. J'aime bien cette ville parce que son histoire est riche. Pendant 2 siècles, c'était la capitale de la Russie. Donc, c'est là qu'on a construit de beaux châteaux, de beaux palais. C'est là qu'ont vécu les grands poètes, les grands intellectuels, les historiens, la famille royale même. Saint-Pétersbourg, ville de la nuit, ville de la glace. Saint-Pétersbourg est né d'un désir fou, celui du tsar Pierre le Grand, qui en 1703 décida de construire une capitale ouverte sur l'Europe. La noblesse y installa alors ses résidences, ses palais. Le luxe et le baroque scintillent encore dans ces demeures bâties sous l'Empire Romanov. C'est fascinant, c'est complètement fascinant parce qu'il y a un mélange de Venise, d'Amsterdam. C'est plusieurs capitales européennes en une, c'est un espèce de melting pot de styles, de couleurs. Les touristes sont restés fidèles à cette ville mythique où l'histoire côtoie l'histoire. C'est à Saint-Pétersbourg que Lénine lance la révolution d'octobre. Le croiseur Aurore rappelle encore aux passants la victoire des soviets, ce coup de canon qui annonça le début de l'ère bolchevique. À quelques ponts de là, la forteresse Pierre et Paul abrite les sépultures de la famille impériale. Pierre le Grand, Catherine II, Alexandre Ier, mais également le dernier tsar, Nicolas II. Au pied de la cathédrale du Saint-Sauveur sur le sang versé, Saint-Pétersbourg, capitale du souvenir, Saint-Pétersbourg est devenu une vaste patinoire sur laquelle les enfants jouent. Plus loin, autre âge, autre distraction. C'est un peu une tradition chez nous. Mon père m'a amené ici pour la première fois pêcher sur les canaux, j'avais 3 ou 4 ans à peine. Saint-Pétersbourg et ses innombrables ponts, ses 42 îles et ses 86 canaux. Au détour de l'un d'entre eux, il y a ce livre ouvert, abandonné dans la glace, qui rappelle à tous ceux qui auraient pu l'oublier que Saint-Pétersbourg fut la muse de bien des écrivains. Pouchkine lui parlait comme à un être vivant, et Dostoïevski voyait en elle une ville fantasmagorique. Un aigle découpe le ciel, image presque banale des Alpes vaudoises. C'est ici à un peu plus de 1000 mètres que sont concentrées celles que l'on appelle les dentelières de papier. Parmi elles, les sœurs Soji, sœurs jumelles, l'une dessine, l'autre découpe. Vu qu'on est jumelles, on a les mêmes idées, on a les mêmes goûts.
Par contre, elle peut me gronder parce qu'elle peut me dire « Ah là, t'as pas suivi le dessin », puis après elle vérifie, puis des fois elle se rend compte que c'est quand même elle qui avait mal dessiné. De ce travail à 4 mains sont nés un peu plus de 3800 découpages. Aujourd'hui, les sœurs Soji en ont fait leur métier. Dans ce paysage naturellement ciselé, le découpage apparaît comme une forme d'écriture, déclinant les plis et les replis de la vie quotidienne. À l'origine de cette tradition, un montagnard, Jacob Hauswirtz. Pour réaliser ces tableaux tout en couleurs, il récupérait des emballages de bonbons ou de chocolat. Alors il était bûcheron charbonnier et il avait des très grosses mains, ce qui étonne quand on voit la finesse de ses œuvres. Mais c'était un homme qui, malgré son aspect, semblait-il, bourru et renfermé, était sûrement extrêmement riche à l'intérieur, avec beaucoup d'émotions qui se ressentent à travers ses tableaux. Peut-être qu'il a eu un chagrin d'amour, ça c'est l'hypothèse la plus souvent sortie, qui donnait son aspect bourru en fait et renfermé, tout en gardant à l'intérieur de lui ses émotions et sa tendresse. Et souvent dans ces tableaux, on voit des portails fermés, des belles dames avec des ombrelles. Ça, c'est un mystère. Le découpage, art du pauvre. La formule n'est pas fausse. Une paire de ciseaux bien aiguisés suffit pour se lancer. D'autres préfèrent travailler au couteau. Là encore, la technique paraît simple. Pour certains tableaux, comptez 1 mois de travail, 3 heures par jour. Alors le plaisir, c'est d'arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la moitié, c'est une espèce d'euphorie d'arriver. Le 3e quart, je dirais, c'est déjà presque un peu une angoisse. Et alors la fin, c'est l'angoisse totale de ne rien abîmer. Ni une feuille, ni un personnage, ni un animal, ni un sabot, ni un brin d'herbe, parce que tout doit être d'une seule pièce. Chaque découpage est un résumé d'une vie antérieure, immuable et apaisante. Un petit bout de Suisse, taillé dans l'oubli du monde moderne. Dès l'aube, dans les brumes mystérieuses et poétiques de la Galice, les pèlerins prennent les derniers chemins qui bientôt vont les mener à Saint-Jacques-de-Compostelle. À pied ou à cheval, jeunes ou moins jeunes, ils suivent les traces des pèlerins du Moyen-Âge. Au fil des heures, la fatigue se fait sentir, mais la foi est dans le cœur de chacun. Des chemins religieux, des chemins de découverte aussi, à travers les petits villages de granit, les villages de la Galice, surnommés bien souvent la Bretagne espagnole. Après une longue, très longue marche dans des décors bucoliques, c'est l'heure de la pause, l'heure du repos. La Galice a ouvert des auberges qui accueillent gratuitement nos courageux pèlerins. Des lieux de rendez-vous où toutes les nationalités se côtoient, des compagnons de rencontre qui partagent la même expérience. Ce que nous faisons change la vie et les idées que nous avions. Cela change notre façon de penser. Loin du stress de la vie quotidienne, les chemins de Saint-Jacques apportent bien souvent paix et sérénité. Il y a des moments où c'est dur. On se dit qu'on a besoin d'une journée de repos. Mais non, il faut continuer. C'est une bonne expérience. Aujourd'hui, en plus, il fait beau. Oui, regardez, il y a le soleil. Bon, maintenant, il faut qu'on y aille. Ce jeune couple d'Australiens entame les derniers kilomètres avant l'arrivée enfin à Saint-Jacques-de-Compostelle, au lieu de la chrétienté et joyau de la Galice. Venus de Finlande, d'Italie ou d'ailleurs, ils viennent d'atteindre le but de leur voyage. Beaucoup ont commencé le chemin à pied depuis la France, certains ont marché pendant 3 mois sur 1800 kilomètres. Nous n'avons jamais pris de taxi ou de bus.
Nous avons tout fait à pied et nous avons mené une vie austère avec très peu d'argent. Malgré la difficulté et la rudesse des chemins, nombreux sont ceux qui souhaitent refaire un jour ce pèlerinage spirituel et unique au monde. Leurs motivations sont souvent très diverses. Pourquoi je l'ai fait? La question reste toujours intérieure. C'est très difficile de le définir. Mais à mon sens, il y a un appel qui vient d'ailleurs, qu'on ne peut pas définir. J'ai toujours eu la foi, mais je n'ai jamais été un grand pratiquant. Par contre, c'est vrai qu'au fil du temps, il y a toujours quelque chose qui travaille en vous-même, mais qui vous lance dans une aventure qui vous permet peut-être de mieux vous définir à un moment donné, et peut-être de vous retrouver vous-même. Et on se vide complètement de soi-même. Et on se ressource à nouveau à travers la Galice, à travers certaines montagnes. Tous les pèlerins, bien sûr, se retrouvent à l'intérieur de la cathédrale, moment de recueillement tant attendu pendant leurs longs mois de marche. Prière devant les reliques de Saint Jacques, apôtre de Jésus. Après la Pentecôte, Jacques part en Galice semer la bonne parole. Il retournera ensuite à Jérusalem et le roi Hérode le fera décapiter. Saint Jacques, le martyr. Chaque matin à midi, une messe est donnée pour célébrer Dieu et aussi rendre hommage au courage des pèlerins qui toute l'année affluent à Saint Jacques de Compostelle. Seigneur Saint Jacques, merci de m'avoir accordé la force de venir depuis Notre-Dame de Paris jusqu'à vous, ici à Compostelle. Pour les grandes fêtes religieuses, le clergé de Saint Jacques de Compostelle sort le célèbre Boutafumero, un encensoir de 600 kilos manœuvré par 8 hommes. Après la messe, nos pèlerins parcourent la ville. La construction de la cathédrale a commencé à la fin du XIe siècle, à l'endroit même où l'on aurait découvert le tombeau de Saint Jacques. Après son martyre, en effet, certains de ses disciples ont mis sa dépouille sur une barque qui est arrivée, comme par miracle, à Compostelle. Pour les uns, une jolie légende, pour les autres, un fait réel, une croyance. Tu as fait s'égoutter du nectar sur les pampres de Tokai. Ces paroles laudatrices de l'hymne hongrois célèbrent ainsi ces vignerons qui produisent un des vins les plus rares du monde. Un vin mythique né sur les contreforts des Carpates, un liquoreux issu de cépages dont les grains concentrent sucres et arômes sous l'effet d'une véritable alchimie climatologique. Donc on a besoin d'humidité et de chaleur. Cette année par exemple, on a eu un mois de septembre assez pluvieux. Et à partir du 10 octobre, on a eu plus que l'été indien, puisqu'il a fait entre 20 et 25 degrés pendant 3 semaines, ce qui a permis de concentrer donc les baies. Alain Rousse fait partie de cette jeune colonie française issue du sud-ouest, installée dans le Tokai depuis 3-4 ans, quand le gouvernement hongrois a décidé de privatiser 8% des 5000 hectares de l'appellation. La plus grande surface a été achetée par des propriétaires bordelais, intéressés par ce vin à base de grains assous, que l'on peut traduire par grains nobles. Une fois cueillis, les grappes sont portées en bout de rang et triées grain après grain. Un travail minutieux que seuls les gens du pays peuvent accomplir avec la délicatesse requise.
Chacun trie autant qu'il peut. Moi, j'arrive à faire les 10, 15 kilos par jour. C'est au XVIIe siècle qu'a été élaborée la recette du Tokay-dou quand l'abbé Shepsi a eu l'idée de presser les assous avec le vin blanc issu de la vendange saine. Et c'est le prince de Rákóczi qui, de son château de Saroche-Patak, en a fait l'ambassadeur de la Hongrie. Il donna un produit de son domaine à Louis XIV. Celui-ci fut conquis et l'appela le roi des vins et le vin des rois. Louis XIV le fit connaître à l'ensemble de l'Europe et ce vin a honoré les plus grandes tables royales et impériales de toute l'Europe au cours du XVIIIe et XIXe siècle. Lovés dans les profondeurs de la roche volcanique et ses champignons protecteurs, les Tokays assurent leur longévité de centenaire à température constante, comme cette bouteille de 1852 que l'on dit toujours buvable. Les vins de Tokay peuvent vieillir plus de 100 ans et être dégustés sans problème après 100 ans. Malheureusement, je n'ai pas goûté de 1852, mais je pense que ça doit donner de bons résultats. Dans cette très belle cave du prince Rákóczi, les nouveaux vignerons bordelais ont laissé vieillir les 3 ans nécessaires leur première récolte d'assou, millésime 1991. Un vin à qui l'on prête des vertus aphrodisiaques et que les Hongrois offrent généralement comme cadeau en l'accompagnant toujours d'un livre. Dans le langage de Bruges, on les appelle des espions. Ces miroirs à travers lesquels les bourgeoises brugeoises, curieuses et désœuvrées, épillaient les moindres mouvements de la rue. Il en reste encore quelques-uns devenus inutiles désormais, accrochés aux fenêtres de maisons que le temps semble avoir épargnées. Les Brugeois sont des gens discrets qui aiment se cacher, dit-on, mais qui cultivent aussi à travers leur demeure une certaine volupté de paraître. Voici par exemple une de leurs coquetteries architecturales, dissimuler la pente des toits en élevant des façades trompe-l'œil. Derrière son fabuleux décor, la ville se plaît ainsi à brouiller les pistes. Sur la place du marché, cet immeuble d'allure moderne date en réalité de 1477. Et cet autre, là-bas, aux lignes gothiques, est une construction de la fin 19e. Le marché, lui, est un héritage authentique. Il existe depuis l'an 958. C'est le rendez-vous des habitants qui regardent passer chaque année quelques 4 millions de visiteurs. Ici, on peut presque plus passer dans la rue ici. Avec les touristes ? Oui. Mais au plus creux de janvier, au calme retrouvé, dans les venelles désertes, sur les canaux où les navettes touristiques ont cessé leur manège, et sous le ciel si gris que chantait Jacques Brel, Bruges renvoie peut-être son image la plus personnelle. Selon moi, le trait pertinent de la ville, c'est le reflet, à cause de l'omniprésence de l'eau, à cause des canaux. Alors, s'il pleut, les pavés sont luisants, les briques sont luisantes, alors vous avez le reflet partout. C'est pour moi, je trouve Bruges, vraiment Bruges à 100%, la plus belle, et la plus pertinente sous la pluie.
La pluie donnerait à Bruges sa mélodie intérieure, mélancolique et envoûtante. Pourtant, à côté des notes d'eau des gouttes, le vieux beffroi abrite une autre source de musique. Le carillon et ses 47 cloches. Le carillonneur et ses ritournelles qui rythment le temps tous les quarts d'heure depuis 1533. Ça donne un peu plus de joie et ils sont plus gais, je pense. Quand on vit sous un beffroi ou avec la musique des cloches. Je crois qu'ils sont plus gais. Bruges contemple 11 siècles d'histoire, de fortune et de revers. Cité florissante au Moyen-Âge, elle s'est peu à peu éteinte à partir du XVIe siècle pour devenir vers 1850 la ville la plus pauvre de Belgique. Et alors, voilà le paradoxe. Puisque la ville de Bruges a été très pauvre, on n'avait pas assez d'argent pour urbaniser, pour rénover les maisons, ce qu'on a fait à 40 km de chez nous, à Gand. Alors par conséquent, la pauvreté de l'époque constitue la richesse actuelle. Cette Bruges intacte d'alors représentait pour les écrivains romantiques un miroir du passé. Le jeu des images, des métaphores auxquelles se prête si bien le tissu des ruelles et des canaux a inspiré les poètes symbolistes. Et c'est l'un d'entre eux, Georges Rodenbach, qui a en quelque sorte lancé le tourisme en publiant en 1892 un roman, Bruges la morte, dans lequel l'éditeur avait inséré des photographies de la ville. Les lecteurs voulurent voir ce lieu préservé et l'on entreprit une restauration du patrimoine. Aujourd'hui, le visage de Bruges se cache parmi ses pierres et parmi ses reflets, ses ombres, ses lumières. Il se cache aussi dans les tableaux de Jan van Eyck et des peintres primitifs flamands du XVe siècle. Et il se cache même dans les couleurs ambrées, blondes, brunes ou blanches, la chaleur des tavernes quand l'hiver nous invite à découvrir une Bruges plus intime. C'est une atmosphère plus vivante, plus marrante quand il y a beaucoup de visiteurs. Ça donne plus de couleurs. En partant, on apercevra au loin le clocher de l'église Notre-Dame. Il semble vouloir percer les nuages et rêve peut-être d'accrocher un coin de ciel bleu, juste un rayon de soleil qui livrerait dans les replis de l'eau d'autres secrets que Bruges nous cachait. Derrière ce champ se trouve la maison de Madame Lagzinska. Une merveille de petite maison, éclaboussée de couleurs, une des plus belles du village de Zalipier. La coutume veut que fin mai ou début juin, au retour des beaux jours, on les recouvre de motifs floraux ou de peintures naïves pour cacher leur misère. Et comme chaque année depuis 64 ans, Madame Lagzinska a donc pris ses pinceaux et s'est mise à l'ouvrage en chantant cette vieille rengaine. Ma mère peignait, mon père la trouvait belle. Et c'est comme ça que je suis née. Ce sont en effet les femmes qui sont ici les gardiennes vigilantes de la tradition et se passent leur savoir-faire de génération en génération. Peut-être les femmes ont-elles le sens du beau plus développé que les hommes. À Zalipier, on peint donc tout ce qui tombe sous le pinceau, des maisons au hangar en passant par les niches et la vaisselle. Et puis on fait de jolies broderies. Le curé du village a les plus beaux habits de Pologne et sœur Stéphania les montre fièrement aux visiteurs de passage. Une sorte de fièvre picturale et bucolique qui n'est pas prête de s'éteindre, car les petites filles d'aujourd'hui ont aussi attrapé le virus. J'ai fait, je crois, de gros progrès, et chaque année, je participe au concours de la plus belle maison peinte. Ce concours, Danuta a de grandes chances de l'emporter. Elle jette sur le mur une dernière tache de couleur joyeuse qui contraste avec l'insoutenable grisaille du pays tout entier.
Vous êtes Cléopâtre ou Colombine, amateur d'Homère ou de Sherazade. Vous chavirez pour Shanghai ou Talisman. Toutes ces tulipes sont des spécimens en voie de disparition. Ce jardin botanique, à lui-même, est un musée unique et préserve ces espèces sauvages. Venues des montagnes d'Asie centrale, elles ont essaimé de Chine à l'Afghanistan. La première a fleuri ici en 1593. Il fallait être un peu original, un peu fou, pour implanter, il y a 400 ans, une tulipe venant de Turquie en Hollande. C'était M. Carolus Clusius qui était ce monsieur fou. Il était un grand savant, un médecin, quelqu'un qui avait étudié les choses botaniques. C'est à ce botaniste français émigré en Hollande qu'un diplomate viennois ramène les premiers bulbes de tulipes de l'Empire ottoman. Si en Turquie, la tulipe est la fleur du sultan Süleyman le Magnifique, en Hollande, elle est objet de spéculation. La tulipomania du XVIIe siècle atteint une telle frénésie que le gouvernement en interdit le commerce. Le prix était fantastique. Une bulbe valait à cette époque de cette variété d'approximativement 15 000 francs français. Ce conservatoire des espèces rares est aussi réserve génétique. Ces tulipes sont les ancêtres des 5000 variétés actuelles. Elles sont cultivées sur 10 000 hectares de terre gagnée sur la mer, des polders de moins 2 mètres à moins 5 mètres sous le niveau de la mer. Pour arriver à satisfaire les modes et les goûts des pays aussi différents que les États-Unis ou le Japon, tout l'art du croisement, de l'hybridation, consiste à trouver les bons parents. Ici, Hank veut obtenir une tulipe sombre irisée de jaune. On met le pollen sur le pistil de la mère. C'est le hasard qui compte? Non, c'est pas le hasard. Hein. Petit à petit, on a tout mis, la connaissance s'est mise en ordinateur. On fait ce qu'on on sait ce qu'on fait maintenant avec nos enfants. On est sûr maintenant, quand on veut une tulipe génétiquement courte, on sait de choisir quels parents. Avant, on ne savait pas. D'une fécondation naissent des centaines de graines. Semées chaque automne, il faudra attendre 6 ans pour savoir si une tulipe va être sélectionnée. L'objectif de ce croisement, c'était de créer des résistances contre des maladies. Parce que comme ça, futur, on a beaucoup moins besoin de produits chimiques pour battre les maladies. Entre une fleur dentelée, une multibouton ou une tulipe pivoine, une seule sera peut-être l'élue de l'an 2020, car il faut 25 à 30 ans de patience pour conjuguer à l'infini formes et couleurs. Symbole de magnificence, la tulipe est aussi l'inconstance. Elle ne se dévoile que 3 mois, de mars à mai. Mais au fait, la tulipe noire existe-t-elle vraiment ? La légende dit que cette boisson a été inventée il y a 5000 ans par un empereur chinois. Depuis, c'est au Royaume-Uni qu'on en boit le plus, accompagné, le plus souvent, de mignardises. 171 millions de tasses par jour, mieux que la bière, le café ou les sodas. 300 ans de civilisation du thé dans les îles britanniques, c'est plus qu'une anecdote. Sans le thé, le Royaume-Uni ne serait sans doute pas ce qu'il est devenu. La route du thé arrive désormais principalement à Felixstowe, un port au nord-est de Londres. Des containers en provenance des anciennes colonies de Feu l'Empire, sous-continent indien et Afrique de l'Est. Des ballots exotiques pour des entrepôts spécifiques, car le thé est une denrée fragile, sensible aux odeurs. Le regard compose ici une drôle de map-monde, où l'Indonésie est voisine du Kenya, l'Équateur pas si loin de l'Inde. Des pousses de soleil dans de l'eau chaude. Pour produire ce thé que l'on boit en énorme quantité et pas seulement dans des salons chics. En Angleterre, le thé a pénétré toutes les classes sociales, tous les âges et les 2 sexes. Des cafes, bistrots pour chauffeurs de taxi, à l'atmosphère plus aristocratique des grands hôtels, on boit du thé comme on est anglais. Car ici, c'est le thé qui fait l'homme.
Le thé, c'est la civilisation britannique. Ce pays trouverait difficile d'exister jour après jour sans le thé, car cette boisson extraordinaire est la seule au monde qui vous rafraîchira, vous réchauffera, vous relaxera et vous stimulera. Aucun breuvage au monde n'est capable de tout cela à la fois, c'est donc une boisson parfaite. Les feuilles de thé sont vendues aux enchères tous les lundis matins à la Chambre de commerce de Londres. Ici, on vend et on achète de la poussière de Pecot et des pousses de Darjeeling qui sont parfois encore en transit dans l'océan Indien. Des tonnes de thé s'échangent au rythme monocorde de la voix et du marteau. Prix moyen de 5 à 15 francs le kilo, voire 200 francs pour la provenance la plus rare et donc la plus recherchée. Pour évaluer le prix du thé de toute éternité, les cambistes font confiance à leur palais. Car pour être cambiste, il faut être goûteur. 6 ans de formation à siffler 300 échantillons de thé par jour. Du thé au lait pour arrondir les goûts et se conformer à la tradition britannique. La séance de dégustation requiert aussi un cérémonial, avec l'eau fraîche qui bout et une infusion de 6 minutes minimum, des conditions idéales pour évaluer la qualité de l'échantillon. L'infusion, une fois dans la tasse, doit être d'une couleur assez intense. L'habitude en Angleterre est de boire un thé aux vertus toniques. En France, je suppose que c'est pour cela que vous aimez le café serré. Nous aimons notre thé avec un goût fort et une bonne couleur profonde. Mais dans le même temps, il faut que cette couleur reste dorée et lumineuse. Et donc, ma dégustation consiste à rechercher la conjugaison optimale de toutes ces qualités. On goûte aussi les sachets vendus dans le commerce, pas si ordinaires d'ailleurs, puisqu'un seul renferme jusqu'à 40 variétés. Mais le puriste préfère bien sûr le thé en vrac, et la dégustation lors d'un thé dansant, revenu en vogue, entre gens de bonne compagnie. Canapés au concombre, brioches anglaises tartinées de crème fraîche et de confiture. Le tout sur 3 temps, entre 2 thés et en tandem. Just tea for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations. Depuis quelques années, il s'était fait discret, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Cette fois, le revoilà Casanova, en force et en variété. Seul ou avec ses dames, frais ou décati, dans la force de l'âge ou sur le retour, mais toujours ses 2 pieds solidement posés sur les 2 extrémités du XVIIIe siècle, ce qui permet à chacun de l'accommoder à sa manière. Et 200 ans après sa mort à Venise, le séducteur fait encore de beaux ravages. Il est vrai qu'à 50 mètres de la place Saint-Marc, le petit casino de Casanova est toujours là, intact. C'est dans cette bonbonnière qu'il reçoit ses amis. Mais avec autant de cœur brisé à son actif, mieux vaut être prudent. Et le pavé du casino est piégé. C'est à travers ce Judas que Casanova élimine les intrus. C'est à ce prix-là que la fête sera réussie. Deux siècles plus tard, il y a sous ces perruques et derrière cette poudre blanche des Français, des Italiens, des Anglais ou des Allemands. Derrière ces costumes de scène, l'ensemble arabesque-extravagante des Français, comme leur nom ne l'indique pas. Quelques invitations au hasard des rencontres la veille sur la place Saint-Marc, la perspective pour ces perfectionnistes de vivre loin de la foule leurs rêves ou leur nostalgie. Et cela suffit à Venise pour s'offrir une tranche d'histoire. Mais à Venise, il y a en fait deux écoles, presque deux carnavals parallèles. Les petits marquis et les grandes duchesses à visage découvert, et les autres, toujours masqués.
Les historiques que voilà et les allégoriques, presque les hérétiques, que voici. En général, on commence le matin vers 10h. C'est notre premier bain de foule. Les premiers touristes sont là. Ils sont très avides de voir les masques. Et nous sommes très avides de voir cette nouvelle population qui change tous les jours. Donc on se lance dans la foule, doucement, pour laisser le temps aux gens de voir, de découvrir, de comprendre nos costumes. On regarde cette foule, on lit dans les visages l'admiration, l'étonnement, le rêve. Et pour nous, on sait que cette année, nous avons réussi notre masque. Il ne s'agit pas d'un spectacle. On ne se donne pas en spectacle. On est là pour échanger, pour faire comprendre ce qu'on a voulu faire et partager ce rêve que nous offre cette magnifique scène qui est Venise. Tous les jours, c'est la même histoire qui recommence, le même défilé, 2 à 3 fois par jour, et tout ça pendant 10 jours. Voilà, vous connaissez maintenant les règles de ce jeu de séduction. Nos 2 papillons français ont accepté de nous fournir les clés de ce mystère. Il ne reste plus qu'à le déguster. À Venise, chaque année, toujours plus de masques et donc toujours plus de touristes. Finalement, ce qui menace le plus ce carnaval, c'est son succès. C'est de cette côte ouest de la Norvège que les Vikings, littéralement les hommes des baies, partaient conquérir le reste du monde. Modernes dans la conception de leurs bateaux, ils auraient même découvert l'Amérique 5 siècles avant Christophe Colomb. La mer, leur seconde patrie, a donné à cette nation de navigateurs le goût du voyage et de la conquête lors de leurs invasions au IXe siècle. Un moyen de vivre avec la pêche et le commerce, enfin plus récemment la richesse avec le pétrole. Norvège signifie la route vers le nord, et c'est sans doute parce qu'il fallait protéger cette voie le long des côtes que le pays s'est unifié il y a plus de 1000 ans. Aujourd'hui, la route est libre, libre de nous conduire vers le dernier Far West européen, en plein océan Arctique, l'archipel du Svalbard, dont l'île principale s'appelle Spitsberg. L'érosion glaciaire, il y a quelques millions d'années, a sculpté et taillé les côtes de ce pays, laissant la mer s'engouffrer à chaque fois toujours plus loin à l'intérieur des terres. La vie s'est alors organisée le long de ces bras d'océan que l'on appelle fjords. La mer peut ainsi s'aventurer à plus de 200 km dans ses larges sillons. Des sommets à plus de 2000 mètres et un fouillis d'îles et d'îlots finissent de bouleverser lentement le paysage. En Norvège, la nature est une artiste généreuse. En principe, pour vos vacances, vous choisissez la plage, les palmiers, le soleil, et vous choisissez rarement le froid et la glace. Alors pourquoi ne pas aller voir la glace? La glace, mais aussi cette fameuse lumière du Nord. 100 fois changeante avec le relief, elle compose, à chaque regard, une douce symphonie.
Un voyage dans le Grand Nord réserve toujours quelques surprises météorologiques. Une mer réchauffée au Gulf Stream, avec des masses d'air froid, cela donne un brouillard implacable. Excusez-moi, combien de tours avez-vous déjà fait aujourd'hui? 21. Oui, 21. Pour l'aventurier polaire, l'entraînement est en effet quotidien, notamment pour ceux qui auraient fait quelques faux pas lors de la première danse. Ladies, turn, cha-cha-cha. Again, 1, 2, cha-cha-cha. Ladies, turn, cha-cha-cha. Und 1, 2, cha-cha-cha. Damen, 3. Combien de cartes écrivez-vous en ce moment? Oh, une cinquantaine. 50 cartes, 50 amis. Oui, 50 amis. Mais vous écrivez toujours la même chose? Oui, pratiquement la même chose. Je n'ai pas envie de passer beaucoup de temps pour écrire. Vous voyez, tout cela, je l'ai écrit en 1 heure. Il y en a pourtant des choses à écrire, même des lignes imaginaires comme ce cercle polaire, au-delà duquel le soleil ne se couche plus l'été. Ou encore ces falaises du Cap Nord, gigantesques murs de 300 mètres, dernières terres européennes face à l'océan Arctique. Et puis tout à côté, le port de pêche de Ningsvag, qui baigne dans cette lumière 24 heures sur 24 pendant 2 mois. Mais vue de terre, la route vers le Cap Nord est spectaculaire. Destination mythique pour nomades du XXe siècle, ce vrai bout du monde ou plutôt d'Europe, version panoramique, offre rêverie à l'infini à un promeneur pas toujours solitaire. Magique et réel, le soleil de minuit est aussi exigeant. On ne dort pas facilement sous ces latitudes arctiques, il faut pourtant reprendre des forces. Le spectacle ne fait que commencer. « 80 degrés et 6 minutes de latitude nord, le bateau atteint la barrière de glace. En se disloquant l'été, la banquise nous offre amicalement quelques échantillons. L'explorateur qui sommeille a maintenant son décor. Ce bateau a été conçu pour naviguer dans les zones glaciaires. La coque en acier a été renforcée et nous n'avons pas de problème. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est la vitesse. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut vraiment y aller tout doucement. 1 ou 2 nœuds quand nous sommes dans la glace. Direction sud-sud-ouest maintenant. Il nous faut revenir quelques milles en arrière, et grisé sans doute par l'air frais et l'espace polaire, plus rien n'arrêtera maintenant nos incorrigibles danseuses dans les bras de ces taxi-boys navigants. Vous invitez vraiment toutes les dames ici? Oui, toutes. Je danse avec toutes les dames. Et vous arrive-t-il de tomber amoureux? Oh, je peux pas dire exactement cela. Mais bon, il y en a quelques-unes qui pourraient me plaire. Nous sommes géographes, n'est-ce pas, de formation. Moi, je voulais voir le Grand Nord, et je n'ai encore jamais vu le Grand Nord. Voilà. Comment vous le rêvez, ce Je le rêve, je le connais déjà par la voie de la photo, mais sinon, je veux le voir des visus, parce que c'est autre chose de voir qu'en dehors des livres, n'est-ce pas? Spitzberg, c'est sans doute avec un point d'exclamation que le Hollandais William Barents désigna en 1596 ces montagnes pointues.
Après une intense chasse à la baleine pratiquée par les Européens au XVIIIe siècle, puis celle du phoque au XIXe, et enfin la découverte du charbon, le traité de 1920 donna à la Norvège la souveraineté du territoire. Et si 3400 habitants vivent encore ici de l'exploitation minière, plus de 50% du territoire que l'on découvre l'été est protégé. Une mission de préservation sur la faune et la flore, remplie ici dans la Magdalena Bay par son unique habitant, le représentant du gouverneur. Oh, seulement pendant 6 ou 7 semaines, uniquement pour la saison touristique. Et vous voyez beaucoup de touristes ici? Oh oui, beaucoup. Tous les jours? Pratiquement tous les jours, oui. Et le pistolet, là, il vous sert à quoi? Oh, ça c'est dans le cas où l'on rencontrerait des ours polaires. Pas de panique cependant, les ours blancs vivent dans le nord et l'est de l'île en cette saison. Nos touristes peuvent débarquer. Nous avons cette année plus de 40 bateaux qui arrivent et qui descendent les gens à la Magdalena Bay. 40 bateaux, ça fait combien de touristes, ça? Ça fait 20 000 touristes, plus ou moins. C'est pas trop pour le Spitzberg, ça? C'est le limite. Des milliers de personnes pour cette réserve fragile qu'est le Spitzberg, c'est en effet beaucoup. Mais qu'importe, l'essentiel n'est-il pas pour ce voyageur bien organisé de sentir qu'il est le premier à fouler l'une des dernières terres vierges de la planète.